Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Son ouverture a été retardée de quelques mois, mais le terminal de croisière international est en service depuis ce matin pour le plus grand bonheur des croisiéristes et des prestataires du tourisme local. Et nous aurons l'occasion d'en parler avec notre invité, Bud Gilroy, président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme. Clap de fin pour les festivités de la communauté chinoise polynésienne. La fête des lanternes a clos hier soir le cycle des célébrations du Nouvel An chinois. Les lanternes qui symbolisent une bonne récolte et le bonheur. Et à Nukuhiva, aux Marquises, d'importants travaux sont engagés pour sécuriser la route du plateau de Tovi. Les éboulements y sont fréquents. En deuxième partie du journal, nous aborderons comme chaque dimanche l'actualité sportive du Fénois avec notre spécialiste Oriano Tifo. C'est dans quelques instants. Enfin, le terminal de croisière a officiellement été inauguré par les autorités du pays et de l'État et validé par la première vague de croisiéristes de passage au Fénois. Si les travaux du bâtiment sont achevés depuis plusieurs mois, son inauguration a tardé en raison notamment d'une mauvaise inclinaison des rampes d'accès pour le bus. Les niveaux ont été réajustés. Le terminal baptisé Tianouanoua sera bientôt 100% opérationnel. Thomas Chabrol, Jeanne Tinoroy. Le son des paous, des chants et des danses marquisiennes. Ces croisiéristes ne s'attendaient pas à une telle arrivée en entrant dans le terminal flambant neuf. Ils sont les premiers passagers du Starbreeze à découvrir ce nouveau lieu d'accueil. Et malgré un passage obligé ce matin sous la pluie, entre l'épice sud et l'entrée du terminal, ces touristes sont ravis d'y récupérer leurs bagages avant de poursuivre leur séjour. Je trouve qu'il est magnifique, moderne et bien aménagé. Ça représente bien Tahiti. Regardez, il y a tout ce bois sur les plafonds et vous pouvez voir à l'extérieur la magnifique île. Vous arrivez ici et vous vous dites « Je suis à Tahiti, je suis vraiment à Tahiti ». Je l'adore. Le bâtiment de 2700 m² au total compte 3 niveaux. Il est doté d'un parking de 205 places, d'une bagagerie, de comptoirs d'enregistrement et d'un espace dédié à l'artisanat. Les douanes ont aussi un bureau pour le contrôle des passagers. Pour ces voyageurs habitués à des arrivées sous des chapiteaux dans d'autres destinations, le terminal de croisière de Papeete se démarque. Je suis architecte aux États-Unis et je pense que c'est vraiment du beau travail. Le lieu est chaleureux comme une invitation de Tahiti pour nous, les visiteurs. J'apprécie vraiment vos efforts pour faire de cette entrée à Tahiti une expérience merveilleuse. Alors merci pour tout ce que vous faites dans ce sens. Le terminal de croisière international, un nouvel élan dans un secteur en pleine croissance. En 2025, Tahiti sera le point de départ et d'arrivée pour 125 navires et 151 paquebots sont d'ores et déjà prévus en tête de ligne pour 2026. De quoi ravir les artisans. Un projet pilote sous forme de candidature est lancé pour que les associations et créateurs puissent exposer par période de 6 mois. Cet espace est ouvert tout au long de l'année au public également. Voilà, c'est une bonne opportunité pour moi et je pense pour certains des associations, des patentés, à venir ici promouvoir leurs produits, montrer leur savoir-faire. Financé par le port autonome, le bâtiment a coûté 2,1 milliards. C'est 300 millions de plus que le montant initial prévu en raison de l'inflation depuis la crise Covid. Les travaux ont été lancés en 2020. Dans les plans, une passerelle devait rejoindre le marché de Papeete, mais le concept a été écarté. La passerelle, même si elle était aménagée, ne serait pas pratique pour les croisiéristes parce qu'ils devraient déjà arriver sur les épis, monter dans le terminal, monter encore sur la passerelle, puis redescendre et vice-versa. Et la deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des feux qui fonctionnent le long de l'avenue Pomaré et qui fonctionnent bien pour le passage des croisiéristes. Le terminal entre en service. Il ne manque plus que le scanner à rayon X pour le contrôle des valises. Il est attendu pour le mois d'avril. Et nous accueillons à présent Bud Gilroy, le président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme. Bud, Yorana. Yorana, merci de votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, Bud, l'inauguration du terminal intervient alors que
La croisière est en croissance, elle représente aujourd'hui un tiers des visiteurs. Des compagnies ont déjà annoncé leur intention de renforcer leur présence ces prochaines années. Est-ce une des clés de l'avenir du tourisme du Fénois? Je pense que tout à fait. C'est la croisière aujourd'hui, c'est 34% de nos visiteurs, c'est 20% du revenu touristique. C'est également le seul vecteur de transport qui peut amener nos touristes dans toutes les îles. Donc il n'y a pas d'autre moyen qui amène 700 personnes à Nuku-Hiva en une fois. Et c'est également la seule industrie qui est capable de se projeter 2 ans en avance. On a déjà les réservations pour 2027 qui commencent. 26 est déjà quasiment bouclé et c'est 25% de plus que les escales prévues en 2025. À votre avis, la mise en service de ce terminal est-elle de nature à booster un peu plus encore la croisière? Alors, tout d'abord, le projet avait été initié sous le précédent gouvernement, a fini maintenant. Je rappelle qu'il a été financé à 100% par le port et je remercie justement les équipes du port autonome et notamment son directeur général pour leur persévérance quand même. C'est un outil qui était indispensable, que les compagnies nous demandaient. Cependant, la durée de la construction ne nous a pas empêché de continuer à croître sur le secteur croisière. Donc, ce n'est pas non plus ce qui nous a freinés. Par contre, c'est sûr que c'est un atout supplémentaire pour accueillir nos touristes dans des meilleures conditions en fait. Et là, on est dans des conditions idéales pour des têtes de ligne. On l'a vu dans le sujet, les touristes qui débarquent ne sont pas à l'abri de la pluie, ce n'est pas un problème. Quels sont les apports en termes de service de ce nouveau terminal? Alors, ce que l'on ne voit pas, c'est la partie opérationnelle sur laquelle nous, on travaille beaucoup. C'est-à-dire sur le quai, aujourd'hui, vous aviez tout le monde qui était sur le quai, qui circulait sur le quai. Aujourd'hui, avec un terminal croisière, on a la place pour 6 bus, 10 taxis, 8 minibus, voire des 4x4. Donc, on a toute cette concentration de gens qui se met à un seul endroit, avec l'artisanat également qui est là. Donc, en termes de gestion de flux, gestion de personnes et de services, c'est optimal pour nous. Le terminal de croisière est flambant neuf, mais il est adossé à une 2 fois 2 voies, totalement encombré par les voitures et sans passerelle pour traverser. N'est-ce pas un problème également? Alors, moi, j'ai tendance à plus regarder les solutions que l'on nous propose à l'heure actuelle et travailler vers ce qu'on peut faire demain. Aujourd'hui, on a un terminal, on en est content. Est-ce que c'est parfait? Non, il y a toujours des choses à parfaire. Cependant, comme a précisé le ministre, les feux de circulation ont été améliorés. Donc, on va voir avec le flux passager qui va partir du terminal. Avant, c'était un peu disparate. Ça partait complètement à gauche ou complètement à droite. Aujourd'hui, on est plus centralisé. C'est un endroit clé pour que les gens sachent où aller, en fait. Au-delà de la belle vitrine que représente le front de mer, le centre-ville de Papeete avec son manque d'harmonie urbaine, n'est-il pas déroutant pour nos visiteurs? Alors, c'est sûr qu'on a des choses à améliorer en termes de paysage urbain, on va dire, mais c'est vrai que ce n'est pas ce que recherche nécessairement notre croisiériste. Notre croisiériste, souvent, recherche la beauté des îles. On a tendance à regarder que au niveau de nos yeux. Le croisiériste va regarder peut-être plus au niveau de Aoré, il va voir la belle montagne. C'est ce que disait la touriste là récemment, qui a l'air d'une petite fille qui vient de découvrir nos îles. Il voit le paysage, donc il voit plus loin que le paysage urbain. C'est sûr que de pouvoir modifier ce paysage urbain va améliorer notre relation avec le client et l'image qui est perçue par nos clients. Les croisiéristes séjournent souvent en hôtel à Tahiti avant et après leur croisière. Mais il manque des chambres. Est-ce que les hôtels de moyenne gamme 2 ou 3 étoiles qui voient le jour dans le centre-ville sont une bouffée d'oxygène? Est-ce que cette nouvelle offre correspond aux attentes des croisiéristes ou pas? Alors, tout à fait, avoir plus d'hôtels, ça nous aide beaucoup. Il faut savoir qu'une tête de ligne, c'est-à-dire les gens qui embarquent et débarquent en Polynésie, donc qui vont utiliser ce terminal, arrivent souvent quelques jours avant ou restent quelques jours après. Donc c'est sûr qu'on manque de nuitées touristiques, il manque des clés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir des nouveaux hôtels, c'est essentiel pour nous. Et avoir des hôtels de différentes gammes également. On a des croisiéristes qui payent presque 100 000 francs par jour par personne sur le bateau. Donc je vous laisse imaginer, eux, ils s'attendent à avoir du 5 étoiles. On a d'autres bateaux qui viennent qui sont plus petits. On va prendre par exemple un Aranui où c'est plus exploration, expédition. Eux, ils vont chercher une différente gamme d'hôtels. Donc toutes les gammes qu'on peut avoir vont répondre effectivement à la demande de nos voyageurs. Est-ce que le tourisme de croisière profite à tous les archipels? Est-ce un tourisme inclusif? Alors je pense que c'est l'un des touristes les plus inclusifs que l'on a, puisque effectivement on adapte l'offre à l'île qui est reçue. Moi j'ai eu la grande chance de visiter toutes nos îles. On peut aller jusqu'à Mangariva, on fait toutes les marquises,
On fait des petites îles, on a fait Manihil l'année dernière avec un petit bateau de 100 passagers. Encore une fois, le plus important, c'est que la population accepte la taille du bateau déjà. Donc on ne met pas des énormes bateaux, on met des bateaux qui sont à taille humaine dans ces îles. Et après, derrière, on essaye de disséminer le croisiérisme dans toutes les îles. Donc effectivement, on peut aller de Mangareva jusqu'au Tuamotu, jusqu'aux Marquises, redescendre dans toutes les îles de la société. Donc c'est vraiment une opportunité de toucher plus de monde et d'amener effectivement des bateaux à la journée dans d'autres îles. Je rappelle que dans les îles, ils sont souvent à 8h, 18h. Donc ça correspond à ce que recherche aussi notre population des îles. Ils ne veulent pas nécessairement avoir le bateau toute la nuit là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un nouveau drame sur la route. 2 personnes ont perdu la vie ce dimanche matin vers 4h30 à Papeari. Un véhicule circulant au niveau du jardin botanique s'est déporté sur la voie opposée pour une raison encore inconnue, causant un choc frontal. Dans l'autre véhicule se trouvaient 4 personnes. La conductrice et sa maman assise à l'arrière sont décédées sur le coup. Il s'agit du 3e accident mortel de l'année. Et ce dimanche après-midi, Météo France a choisi de maintenir les îles du Vent en vigilance orange pour la pluie. Il y a des épisodes pluvieux parfois intenses et de fortes rafales de vent atteignant régulièrement les 80-90 km/h se poursuivent. Selon Météo France, le relief exposé au nord-ouest est plus impacté et les cumuls de précipitations y sont particulièrement élevés. Le mauvais temps devrait durer jusqu'à mardi, au moins alerté à Météo France. Vendredi hier, les vols inter-îles ont été retardés. Côté mer, la compagnie Telepo a annoncé que son navire restera à quai demain. Et puis en bref, toujours ne soyez pas surpris. Demain, si votre téléphone portable se met à biper, le Haut-Commissariat de la République testera une nouvelle fois le dispositif FR Alert ce lundi à 9h. Pour rappel, FR Alert est un nouveau dispositif d'alerte et d'information des populations qui permet d'envoyer des notifications sur les portables des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger. Et puis le défilé des lanternes referme le cycle des festivités du Nouvel An chinois. La lanterne Huadeng ou Kongming symbolise une bonne récolte et le bonheur et est utilisée pour exprimer les vœux de bénédiction. Hier soir, nos journalistes Jeanne Tinoroy et Thomas Chabrol ont suivi le cortège depuis la mairie de Papeete jusqu'au temple Conti à Mamao. Regardez. Chaque année, pour rien au monde, Joël Wantak ne ratera la fête des lanternes. Et cette édition est particulière pour lui. Tous les ans, depuis 1997, je participe. Avec mes frères, on fait un second char. Mais malheureusement, mes frères ne sont plus dans ce monde. Donc, on continue à célébrer la fin de la cérémonie, quoi. Voilà. Ils étaient nombreux hier soir pour la clôture des festivités du jour de l'an chinois. À la tombée de la nuit, le cortège quitte la mairie de Papeete à direction le temple Conti dans une ambiance festive où se mélangent toutes les cultures du Fénois. C'était important d'être là? Oui, bien sûr, c'est notre culture polynésienne et chinoise. Voilà. C'est une première fois pour toi? Oui, c'est une première fois. Et alors, les impressions? C'est grandiose, c'est bien que la population s'est déplacée, même si c'est le week-end des vacances, début de vacances, à refaire le plus souvent. Les lions et le dragon sont mêlés au cortège. Un défilé qui se tient dans la joie, la bonne humeur et le respect de cette année du serpent de bois qui commence. Je vois que la population encore s'est vraiment rassemblée ici ce soir pour notre clôture des festivités. Tout s'est bien passé. Je crois qu'on va vraiment avoir une belle année du serpent. Selon les connaisseurs, le serpent de bois est gage de renouveau, de protection, de sécurité et de sagesse. L'année pourrait donc être une période d'opportunité et de chance pour les signes amis de cet animal et une année de défis pour les autres. Je souhaite à tout le monde beaucoup de patience, beaucoup de sagesse et d'aller de l'avant. Maruru, Kyungnifacha et Singen Kailo. Yarala était Mateti Api. Singen Kailo. Alors, direction Nukuhiva maintenant. Oui, depuis un peu plus d'un an, ont démarré des travaux de sécurisation de la route de ceinture du plateau de Tovi. Cette route à flanc de falaise a été le théâtre de sorties de route parfois mortels. Par temps de pluie, les éboulements sont fréquents et menacent la sécurité des automobilistes. Le chantier a été programmé sur 20 mois. Les précisions de Ronnie Moufat
et Matayourei. Depuis le 5 octobre 2023, pelleteuses et camions se relaient pour renforcer et bétonner la route de ceinture du plateau de Tovi. Évalué à près de 280 millions, ce chantier est financé à 70% par l'État et 30% par le pays. C'est une bonne chose parce qu'avant, il suffit d'une pluie ou des périodes secs. Donc il y a tout le temps des époulements. Mais avec les travaux qui ont été réalisés, on voit quand même l'amélioration de tous ces talus, parce qu'il y a moins d'éboulements. Au-delà de la sécurisation de la route, ce chantier est aussi une opportunité pour l'emploi local. Plusieurs jeunes de Nukuhiva ont été embauchés pour travailler sur le projet, une expérience précieuse qui pourrait leur ouvrir des portes. Ce n'est pas des travaux sur des endroits plats, c'est carrément la montagne. Donc ça nous permet quand même pour plus tard d'embaucher tous ces jeunes pour des travaux bien sûr en hauteur. Le compte à rebours est lancé, 20 mois de travaux seront nécessaires pour que cette route, longtemps redoutée, devienne enfin un axe fiable et sécurisé. Allez, c'est l'heure de votre journal des sports avec un agenda bien fourni ce week-end. Et oui, on va parler de kayak, de judo, de football, de BMX et de crossfit. Et c'est tout de suite. On part tout de suite à Reatea hier matin sous un soleil de plomb et sans le moindre souffle de vent. Les passionnés de kayak du Fénois se sont réunis pour une compétition intense en 2 étapes. Une reprise de saison placée sous le signe de la souffrance et de la détermination. Une quarantaine de participants étaient en lice. Les détails dans ce reportage de Ronnie Moufat. L'enthousiasme est au rendez-vous pour l'organisateur de l'événement. Cette course était attendue avec impatience. On a l'occasion de motiver un peu les troupes dans le monde du kayak, chez les jeunes et chez les filles. Donc au niveau level, on a Hiloa qui est là au niveau femmes, avec une championne de France. On a au niveau homme, on a Hector Reno qui est champion d'Europe. Et nos locaux, vous voyez, avec notre champion Nohari Tuo en garçon et notre fille Nathalie Somers. Au programme, 2 parcours bien distincts, une épreuve de 15 km en haute mer suivie d'une course de vitesse de 1,5 km. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les athlètes ont répondu présent. Le tracé de cette édition n'a laissé aucun répit aux concurrents. Ici, chaque coup de pagaie compte, chaque décision peut faire la différence. Oui, non, on ne croirait pas, mais il y a beaucoup de stratégies. Au départ, il faut se placer avec les bons. Quand tu as du surf, il faut être en forme physiquement, un gros cardio, repartir. Mais là, pas du tout. Il faut être puissant, il faut être calme, il faut choisir le bon petit câble, la bonne petite vague, le bon lié. Malgré la chaleur accablante, la sécurité était de mise. Port du gilet et du leash obligatoire pour tous. Avant tout, c'est une sécurité. Maintenant, on a aussi le leash. Quelque part, c'est aussi pour s'aligner à l'international. Tout à fait, parce que tu ne peux pas faire l'international sans la sécurité. À environ 2 km de l'entrée de passe de Vaiaau, le champion d'Europe Hector Reno fait demi-tour. Il souhaite récupérer un objet en plastique qu'il a perdu, mais il ne sait pas exactement où il se trouve. Un petit contretemps très vite rattrapé. Dans la passe, Hector s'offre un take-off parfait juste avant l'arrivée qui lui permet de s'envoler vers la victoire avec plus d'1 kilomètre d'avance sur son poursuivant. Moi, j'ai fait du kayak toute ma vie. Je m'entraîne 2 fois par jour depuis que j'ai 15 ans, donc je pense que ça joue. Après, Noho s'est beaucoup entraîné aussi, mais voilà, j'ai eu la chance de concourir à l'international plus régulièrement que lui, donc j'ai été plus souvent tiré vers le haut. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je suis là aussi, c'est pour permettre à chacun de progresser, de partager mon expérience. Derrière lui, Nohari Tuo s'offre une superbe 2e place, suivie de près par Tawir Aiteiti qui complète le podium masculin. Il a la technique et la puissance, il a un très beau coup, du coup à la durée il se fatigue moins que nous. Pour toi c'est une bonne chose justement de pouvoir être derrière lui et d'avoir ses conseils, de pouvoir le suivre? Mais oui carrément, parce que c'est un top 10 mondial. Du coup c'est un bon repère pour nous Polynésiens. Chez les dames, Eishen Iloha réalise une course parfaite et remporte une victoire méritée devant Nateahi Sommer et Poirava Maori. Y avait quand même des petits surfs et il y a de la houle, donc il y avait quand même pas mal de courants, donc fallait bien choisir son cap. Et du coup, j'ai préféré coller le récif pour me mettre à l'abri de la pointe du courant. Voilà, il faut être prêt dans toutes les conditions et le fait aussi qu'il y ait plein de gens, ça nous motive à aller chercher ceux qui sont devant.
Les minimes et cadets ont également eu leur moment de gloire en rejoignant les plus grands. Lors de la deuxième étape, une première compétition exigeante qui donne le temps pour la saison. Prochain rendez-vous dans 2 semaines à Tahiti pour une nouvelle bataille sur l'eau. Et le championnat de Polynésie 2025 de judo s'est disputé hier, une édition marquée par une forte participation avec 163 combattants. Et depuis le gymnase de Fatawa, Ndieb nous plonge dans l'atmosphère unique de cet événement. Regardez. Les combats s'enchaînent à un rythme effréné. Chaque athlète livre sa meilleure performance. Les catégories sont soigneusement adaptées pour offrir des confrontations de haut niveau. Chez les moins de 63 kg, Keulani Kadusto cède face à Hirama Richemont dans un combat intense. J'ai pu faire un hippon au dernier moment parce que sinon j'allais perdre. Je n'ai pas réfléchi, j'ai écouté mon instinct. Et ça a payé. Ouais. Dans les coulisses, l'organisation a su répondre à la forte demande, réduisant les temps d'attente pour les supporters grâce à une gestion optimisée des combats. Alors on essaye de découper un peu les catégories pour que les jeunes et les parents ils restent pas trop longtemps dans la salle, qu'ils passent un bon moment et que ce soit vraiment bien organisé pour qu'il n'y ait pas le temps d'attente. Parce qu'une compétition de judo, ça peut être très très long. Il fait chaud, voilà. Donc là on a vraiment essayé d'optimiser l'organisation. On a des open mixtes avec des jeunes filles qui ont réussi à gagner dans les catégories open. Et puis chez les minimes, là, j'ai fait des catégories mixtes et puis j'ai fait des catégories aussi en mélangeant des minimes et des cadettes, en essayant vraiment de toujours proposer le niveau supérieur, en essayant toujours de trouver la bonne formule pour que nos jeunes ils puissent faire des combats et progresser. Donc je pense que ça fonctionne bien. C'est une formule qui est un peu rodée et on essaye toujours de faire le mieux possible pour les jeunes, pour les familles, quoi. Les réactions des judokas indiquent leur niveau de motivation. C'était stressant parce que c'est le premier combat, on rentre dans la compétition et c'est toujours une montée d'adrénaline. En vrai, je voulais faire une technique debout, mon spécial, mais ça n'a pas passé, donc j'ai enchaîné au sol et j'ai tenu 20 secondes pour marquer hippon. La récompense de Yann Lafortune, secrétaire général de la fédération, a été un moment marquant il y a quelques temps. Il a reçu le prestigieux prix Aitotu Aro, honorant son engagement de près de 50 ans dans le judo. L'esprit est excellent, le niveau a bien progressé. Il y a 2 ans, on a eu 3 cadets là, qui ont fait des titres en métropole. Bon, après, il faut les moyens, bien entendu, pour faire des déplacements. C'est important aussi, ces déplacements, pour obtenir la ceinture noire. Au pied du podium, on a nos valeurs qui sont réaffirmées au travers du code moral et puis au travers d'une autre affiche où on essaie vraiment de porter cette exemplarité. Donc oui, c'est l'ADN du judo. C'est un beau sport éducatif pour ça. C'est un sport olympique, donc on peut aussi proposer toutes les facettes du sport. Le prochain grand rendez-vous du judo, ce sera la Vahine Challenge le 8 mars à Fatawa, avec la participation exclusive de la championne olympique par équipe, Roman Diko. Un événement à ne pas manquer. On parle football maintenant. Le premier tour de la Coupe de Polynésie s'est joué ce week-end sur les pelouses de Tahiti, Mo'orearea et Taha. Apira, le leader invaincu de Ligue 2, la SJT recevait Thierry Tahiti. À l'issue d'un match globalement maîtrisé, les Verts et Blancs de Moorea se sont imposés sur le score de 3-1. Le résumé de Désiré Teivao. Sur le papier, la rencontre opposant JT à Thierry Tahiti semblait très équilibrée. Mais hier après-midi, les Verts et Blancs de Maharepa ont clairement pris le pas sur leurs hôtes. Avant la demi-heure de jeu, Tohive Haring est fauché dans la surface. Dans la foulée, l'attaquant de Thierry Tahiti ouvre le score sur penalty. Toujours en première période, la formation de Moorea continue de mettre la pression. À la 35e minute, le même Tohive Haring profite d'une mauvaise sortie du gardien de JT pour s'offrir un doublé. 2-0 pour Thierry Tahiti à la pause. À la reprise, Lloyd Nyawa relance JT. Mais à un quart d'heure de la fin du match, le Calédonien écope de carton rouge suite à un mauvais geste sur Stéphane Adloff. Thierry Tahiti met à profit sa supériorité numérique dans le temps additionnel. Temanue Haumariterangi inscrit le but du 3-1 pour Thierry Tahiti qui se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de Polynésie. Le plus important, c'est la qualification. Et aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à allier les deux. On a mis la manière et on a en plus la qualification, donc ça vient bonifier
le travail qui est fait depuis la reprise. C'était un match intéressant avec une équipe qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Sur Montréal, c'est pas la même chose. On joue systématiquement les mêmes équipes, donc ça, on tourne un petit peu en rond. Et là, ça fait plaisir de venir jouer aussi ailleurs et puis de rencontrer une équipe comme ça qui nous a posé aussi des soucis. Mais on a été solide, je pense. Du côté de JT, leader de Ligue 2, on se tourne désormais vers le principal objectif de la saison, la remontée en Ligue 1. C'est sûr que c'est pas top de perdre chez ça, hein, mais il faut relativiser. Nous, cette année, pour l'instant, on est invaincu en championnat, bien que ce soit en Ligue 2. Et comme j'ai dit là à la fin, il faut garder cet objectif de vouloir monter et surtout vouloir monter et rester en haut. Donc ça ne passerait pas à ces moments-là où il faut prendre les défaites comme les victoires. Ce premier tour de la Coupe de Polynésie a souri aux équipes de Montréal. En plus de Tiare Tahiti, Tohi'ea et Temanava se qualifient pour la suite de la compétition. En déplacement à Reatea Ita'a, Central les Dragons s'imposent contre Samin et le Team Terapu. Enfin, le Tayarapu FC dispose de Haroué sur le score de 7-0. Et nos athlètes ont également excellé hors des frontières. Et oui, on découvre tout ça dans le résumé de l'actualité internationale et locale, en bref et en images. Vahine Fierro décroche son premier gros résultat cette saison sur le Tour mondial. La Tahitienne s'est hissée aujourd'hui jusqu'en demi-finale du Abu Dhabi Pro, deuxième étape du CT, sur des vagues artificielles. La surfeuse de Huahine a notamment battu la championne olympique Caroline Max en quart de finale avant de chuter face à l'Australienne Molly Picklum en demi. Au classement mondial, Vahine Fierro grimpe à la 8e place. Elle enchaînera le 15 mars au Portugal pour la troisième étape du Tour mondial. Ce week-end, près de 1000 athlètes venus des 4 coins du monde se sont affrontés au US Open, une compétition prestigieuse de taekwondo qui s'est disputée à Reno, au Nevada. Une délégation tahitienne composée d'une vingtaine de combattants était au rendez-vous. Remanutea Maretefo de Tahitian Martial Spirit triomphe dans la catégorie junior des plus de 78 kg et Ethan Maeta Iturani du club HBM Nofa'a s'offre l'argent chez les cadets des moins de 65 kg. Les championnats de France cadets et juniors se sont terminés ce matin à Olin, dans le nord de la France. Teanihei Matuanui a gagné sa finale et décroche donc son 3e titre national chez les juniors de moins de 68 kg. Temeana Isal s'adjuge le bronze chez les cadets en moins de 57 kg. Enfin, Hiniro Nena arrête l'aventure en demi-finale des juniors de moins de 60 kg. Le premier rendez-vous de rugby féminin de l'année s'est tenu hier après-midi au stade Fataoua. Haroué en noir et Manoura de Paea en mauve sont les deux seuls clubs sur les 4 à s'être présentés au tournoi de touch rugby. La fédération a décidé de lancer un format de jeu à 6 joueuses sur un terrain de 70 mètres par 50 mètres. On va avoir 3 journées entre aujourd'hui et fin mai. Et après, il y aura également, en alternance, on aura un championnat de rugby féminin, mais à plaqué cette fois-ci, qui se fera également en 3 journées. Donc finalement, pareil, sur la même période, en fait, on va alterner tous les 15 jours à peu près, un tournoi de touch, un tournoi de plaqué. Comme ça, on contente un petit peu tout le monde. Et ça permet de faire évoluer le rugby féminin et de préparer pour les compétitions éventuellement. Le premier match aller est remporté par Haroué sur un score de 3-2. Manoura prend sa revanche lors du match retour. Les joueuses de Paea l'emportent par 3-1. Au final, Manoura remporte la première journée du tournoi de touch rugby. Prochain rendez-vous du rugby féminin le 1er mars. La 27e course de la Saint-Valentin a réuni 150 binômes sur les routes d'Haroué. Accompagnés de leur compagne ou d'un partenaire, les duos doivent franchir 5 km avec un aller-retour entre la mairie et le rond-point du DIMAP. Les frères Tapatoa Tereva et Tehuari s'imposent en 19 minutes et 20 secondes. Le couple William Kramer et Amandine Matera prend la 2e place avec 33 secondes d'écart. Et les jeunes coureurs Barthélemy Gislandi et Naïs Hernandez ferment le podium. Prochain rendez-vous organisé par la CEP, la Tahitienne, le samedi 8 mars. La famille Helm, des passionnés de sport extrême. Et nous les avions rencontrés il y a 2 ans. À cette époque, Kalani, le cadet, a de la fratrie hésité encore entre 2 passions, le MMA ou le motocross. Mais c'est finalement une autre voie qu'il a prise, celle du BMX. À 8 ans seulement, cet as du guidon a triomphé aux Océaniens en Nouvelle-Zélande. Partons à sa rencontre. Kalani a commencé le BMX en septembre 2023. Vraiment par hasard, il y a eu un échange entre la Nouvelle-Zélande et Tahiti. On a entendu parler de cet échange et puis on a atterri à la piste comme ça, vraiment par hasard, quoi. On n'avait jamais mis Kalani sur un vélo de BMX avant.
C'est donc le coup de foudre entre Kalani et le BMX. Accompagné par ses parents, il part en Nouvelle-Zélande où sont installées de nombreuses pistes. Les mois passent et son implication lui permet de progresser très vite et de briller localement dans sa catégorie. Et puis en avril, on est retourné avec une petite délégation tahitienne pour faire quelques courses et puis faire surtout un gros travail d'entraînement. On était resté une vingtaine de jours. Et là, on a vu vraiment que Kalani commençait à exceller. Et du coup, moi, en rentrant, avec mon épouse, on a décidé qu'on allait se préparer pour les Océaniades de 2025. Ça allait être notre objectif pour lui. Les 3 derniers mois avant qu'on parte, je me suis bien préparé tous les matins. Je me levais à 6 heures avant d'aller à l'école, j'allais courir le matin. Après, quand je revenais, j'avais 45 minutes d'exercice musculaire. Et après, j'allais manger, et après j'allais à l'école, et après, voilà. Pourquoi tu te préparais à fond comme ça? Je me suis dit que c'était un gros événement, donc c'est pour ça que je me suis vraiment entraîné dur ces 3 derniers mois avant qu'on parte. Vendredi 7 février, c'est le jour J. Les championnats d'Océanie de BMX accueillent plusieurs centaines de riders. Tout le week-end, Kalani enchaîne les courses dans la catégorie des moins de 9 ans et se hisse jusqu'en finale. Après, avant la course, j'étais un peu stressé. Comme c'était la finale, je me suis dit il faut tout donner. Et après, ça s'est très bien passé. Et après, voilà, j'ai pu finir ma course premier. Après coup, on a eu quand même du mal à se dire que notre petit, après juste 14 mois, il gagne les Océaniades de BMX. Moi honnêtement, comme on dit, j'ai versé une larme parce qu'il avait bien travaillé pendant 3 mois. Les 3 mois qui ont précédé notre départ, il y a eu un gros travail avec lui. Ouais, très fier de moi, comme je savais que c'était international, donc c'est vraiment dur pour arriver ici. Il faut bien s'entraîner dur et après, comme ça, tu peux gagner encore plus. Et là, tu es motivé à repousser encore tes limites, à aller plus loin? Ouais, je vais repousser encore mes limites pour aller au championnat du monde. Je vais essayer d'y aller pour essayer de gagner et de gagner encore pour Tahiti. Autre coup de projecteur, mais sur une passionnée de musculation et de force. Gwendoline Pimanabouye est face à un double défi, préparer les Polynesian Battle Games, une compétition de CrossFit. Et défendre son titre au championnat de Polynésie de bodybuilding. Ndieb nous retrace son parcours, c'est notre portrait de la semaine, découvrez-le. Gwendoline Piimabouye commence le CrossFit il y a 4 ans. La passion avec ce sport est immédiate, mais l'année dernière, elle prend un virage inattendu en se lançant dans le bodybuilding dans la catégorie physique athlétique. Elle n'a que 4 mois de préparation, mais elle remporte un titre au championnat de Polynésie. Quelques mois plus tard, elle se retrouve aux Jeux du Pacifique aux îles Salomon, où elle décroche une incroyable 2e place. Une performance d'autant plus impressionnante qu'il s'agissait de sa première expérience à ce niveau. La personne qui m'a préparée me disait que j'avais déjà un physique et il fallait juste travailler sur la diète et tout. Mais bon, ça a été quand même compliqué parce qu'au CrossFit, tu n'es pas forcément penché sur l'aspect physique, alors que le body, c'est vraiment la moindre fibre musculaire, il faut qu'elle soit voyante, quoi. Et puis au niveau de la diète, c'est pas du tout la même au niveau du body et du CrossFit. CrossFit, tu peux quand même manger pour pouvoir faire tes performances, alors que body, tu es obligé d'être en sèche et de faire de la musculation. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Aujourd'hui, Gwen se prépare pour un autre grand événement, les Polynesian Battle Games, une compétition de CrossFit qui se déroulera sur 3 jours au mois d'avril. Mais la tâche sera délicate car elle devra également se préparer pour les championnats de Polynésie 2025 de bodybuilding en septembre. 2 compétitions très exigeantes. Contrairement au CrossFit où tu peux faire des choses en groupe, le body c'est vraiment très individuel, ça te demande vraiment beaucoup d'investissement personnel et ça joue beaucoup sur le mental, quoi.
Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Pour Gwen, la priorité sera donnée aux Polynesian Battle Games où elle devra performer en catégorie RX, un niveau particulièrement relevé cette année. Mais elle ne néglige pas ses objectifs en bodybuilding. On a l'individuel cette année en RX chez les femmes et il y aura beaucoup de niveaux parce qu'on a 2 athlètes françaises qui viennent. Et donc du coup, dans ma catégorie, je pense qu'il y aura du beau combat, quoi. Les athlètes féminines dans le body, ici à Tahiti, il y a vraiment de quoi faire un beau combat sur scène, quoi. À partir de la semaine prochaine, Gwendoline intensifiera son programme d'entraînement, une séance de cardio chaque matin et de la musculation en soirée pour gagner en force. Une athlète aux multiples talents qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Et on termine avec les rendez-vous sportifs attendus de la semaine. Allez, les passionnés de volleyball pourront suivre le Festival des Archipels tous les jours jusqu'au samedi 22 février sur les sites de Hiva, Oahu et Hitia. Et toujours samedi, nos combattants s'affronteront au National Gi Jiu-Jitsu dans la salle Christian Elm à Mahina. Et enfin, dimanche 23, les férus de VTT se réuniront pour la 2e course fédérale de l'année au Parc Wai'ei à Punahia. Là, nous arrivons au terme de notre édition au programme ce soir sur votre chaîne Anastasia, un film de Gary Goldman, suivi de votre émission à Capital. Demain, c'est Sophie Guébel qui prendra les commandes de ce journal. En vous souhaitant une excellente soirée, une très belle semaine sur Tahiti Télévision. Et on se quitte bien entendu avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.